Bonjour à tous. Écoutez, nous sommes heureux de vous accueillir dans ce webinaire dans des conditions un petit peu particulières, puisque c'est vrai que d'habitude, euh, Jean-Pierre et moi, lorsque nous intervenons dans un webinaire, nous sommes l'un à côté de l'autre. Donc, le sujet de ce webinaire, vous êtes très, très nombreux à vous être inscrits pour y voir plus clair sur comment développer les compétences des collaborateurs dans le cadre d'une activité partielle, du télétravail ou des congés pour garde d'enfants. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Thierry Delahaye, je suis le président fondateur de My Connecting et Jean-Pierre, je te laisse te présenter. Jean-Pierre Willem, je suis consultant, j'ai un cabinet qui fait du conseil en ressources humaines depuis une trentaine d'années. Voilà, et je pense que nombreux sont les participants à ce webinaire qui te connaissent. Donc, avant qu'on démarre, je voudrais rapidement vous présenter My Connecting pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, donc nous sommes 240. My Connecting existe depuis 2006. C'est vrai qu'on a démarré avec la formation à distance et je dirais que dans le contexte actuel, cette expertise que nous avons acquise en 15 ans est un véritable plus. Vous pouvez constater que sur ce slide, on parle d'hyper-personnalisation, de formation en situation de travail et d'adoption. Et c'est vrai que dans toutes nos approches et dans tous nos cours, que ce soit, quels que soient les métiers, la part de l'hyper-personnalisation est évidemment extrêmement importante pour embarquer, donner envie et favoriser la transférabilité. Nous avons 4 métiers, même si le digital et la bureautique peuvent être regroupés dans un métier unique. On forme sur plus de 75 logiciels, mais au-delà des logiciels, la bureautique et le digital, c'est aussi les usages et on a développé un véritable savoir-faire en la matière qui est complété par les soft skills, puisqu'on a développé une offre soft skills à distance qui est vraiment très efficace et qui n'est pas un substitut au présentiel, mais qui avait une véritable efficacité puisque ce format à distance permet de régler le problème de l'après-formation. Et on sait que l'après-formation est une composante extrêmement importante d'une transférabilité efficace de la compétence. Et puis notre métier d'origine qui est le métier des langues sur lequel nous continuons de progresser, même si les 2 autres métiers connaissent une très très forte croissance. Les spécificités de notre approche, il y a beaucoup de technologies dans notre approche, mais notre marque de fabrique, c'est l'humanisation de la technologie. L'hyper-personnalisation, je vous en ai dit un mot, pour embarquer un collaborateur et pour vraiment favoriser cette transférabilité. L'hyper-personnalisation est absolument déterminant, c'est notre conviction. Et avec une démarche d'accompagnement qui est très forte, puisque ceux qui travaillent déjà avec nous savent que tous nos apprenants, plus de 10 000 par an maintenant, indépendamment du formateur, ont un coach organisationnel et motivationnel qui accompagne l'apprenant tout au long de la formation. Et cet accompagnement, vous avez bien compris que pour tout ce qui est formation à distance, il a vraiment un rôle absolument fondamental parce qu'on est très réactif, parce qu'on est capable de préparer et de valider la configuration technique et technologique avant de commencer à déployer les cours. Et donc, le rôle de l'accompagnement My Connecting est vraiment très important. On est très dans une pédagogie actionnelle et évidemment, on essaye de favoriser le plus possible la formation en situation de travail. Et là, avec la formation à distance, il n'y a aucune ambiguïté entre formation à distance et formation en situation de travail. Je pourrais vous citer par exemple les formations bureautiques où on fait travailler des apprenants sur les logiciels, mais sur leur ordinateur et sur leur data, et qui leur permet vraiment d'être non seulement d'apprendre, mais de travailler. Et donc, on est vraiment en situation de travail. Cet accompagnement, il trouve aussi tout son sens sur la mise en place du CPF, puisqu'on est capable d'accompagner tant nos clients RH, responsables formation, qu'accompagner les apprenants sur le montage de leur dossier et évidemment dans l'utilisation de l'application. Voilà, donc vous avez compris le concept
Mind Connecting pour ceux qui ne le vivent pas à travers leurs apprenants. Laurine. Voilà, alors je pense que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour parler du déploiement, du développement des compétences dans le contexte actuel. Je pense qu'on est tous réunis, on est tous convaincus de l'importance du développement des compétences des collaborateurs. Je crois que dans le contexte actuel, qui est un contexte difficile tant pour les entreprises que pour leurs collaborateurs, développer les compétences, c'est vraiment un impératif. C'est un impératif pour une multitude de raisons, je vais en citer trois. La première, c'est que d'abord, dans une période difficile économiquement et financièrement, je pense que encore plus qu'hier, l'employabilité des collaborateurs doit être au cœur de nos préoccupations. La seconde raison, c'est que la reprise, il va y avoir une reprise et que plus les collaborateurs seront formés lors de cette reprise, plus ils seront performants, plus ils seront en confiance, plus ils seront engagés. Et puis, je crois qu'il y a aussi une autre raison qui doit nous inciter à déployer des formations dans le contexte actuel, c'est la dimension psychologique. Je pense que beaucoup de collaborateurs, et notamment des collaborateurs en activité partielle, vivent une anxiété extrêmement forte. On a vu que les derniers chiffres ont marqué, c'est une surprise pour personne, un volume très important de collaborateurs qui sont en activité partielle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'isolement et beaucoup d'anxiété et que la formation est aussi un moyen de créer une dynamique positive, de mettre en confiance les collaborateurs et de quelque part aussi de rompre l'isolement. Voilà, Jean-Pierre, je te passe la parole parce que je pense que tout le monde est très, très désireux de t'entendre sur comment peut-on déployer et avec quel dispositif la formation dans le contexte actuel. Ouais, merci beaucoup Thierry, bonjour à tout le monde. Laurine, si on peut rester sur sur la slide précédente, merci beaucoup. Oui, parce qu'on a choisi de faire avec vous un tour un petit peu exhaustif de quelles sont toutes les possibilités de formation, parce qu'évidemment, la situation exceptionnelle que nous vivons pose des tas de questions sur l'intégralité des formats de formation. Donc, on va essayer de faire avec vous un tour le plus exhaustif possible en l'état de l'intégralité des informations dont on peut disposer aujourd'hui, sachant que, mais je vais y revenir, on aura peut-être quelques bonnes nouvelles qui viendront se rajouter sans doute dès demain ou peut-être en début de semaine prochaine. Alors, faire le tour exhaustif, c'est d'abord rappeler une chose. L'activité des organismes de formation est suspendue en ce que on ne peut plus accueillir de stagiaires dans les locaux des établissements de formation. Mais ça n'empêche évidemment pas les établissements de formation ou les organismes de formation de continuer à exercer leur activité. Simplement, il faut le faire autrement. Si on ne peut plus accueillir de stagiaires dans ces locaux ou des locaux pris par l'organisme de formation, la formation dans l'entreprise reste possible et je vais vous en parler parce que peut-être que pour un certain nombre d'entre vous se pose aussi la question des formations obligatoires ou du renouvellement de certification qui pourrait tomber dans cette période et de savoir comment on fait à ce sujet. Ensuite, on a la question de former des salariés qui travaillent, mais qui ne travaillent pas sur le lieu de travail habituel et qui travaillent donc à distance. On a ensuite le sujet qui est celui des salariés placés en activité partielle, que cette activité partielle soit totale ou partielle à l'intérieur du partiel, parce qu'il y a deux manières de faire de l'activité partielle. Soit les gens arrêtent totalement de travailler pendant un temps et reprennent après, c'est du partiel. Les plafonds, avec le décret qui est paru ce matin, c'est 1000 heures dans l'année, considérées comme activité partielle. Donc, on peut avoir deux modalités. Soit je suis complètement placé en situation d'activité partielle, soit je garde un pourcentage d'activité, j'ai un pourcentage de temps où je ne travaille pas. Ça dépend évidemment de la nature des activités. Et puis, on a inclus aussi dans notre sujet d'aujourd'hui les salariés qui sont en arrêt maladie. Alors, ça pourrait être, et je l'aborderai d'ailleurs, tous les salariés qui sont en arrêt maladie, quel que soit le type d'arrêt maladie, donc le droit commun, mais aussi ceux qui bénéficient d'un arrêt maladie spécifique nouvellement créé pour garde d'enfants et qui pouvaient, vous le savez, se mettre dans cette situation sans avoir besoin d'avoir une consultation médicale. Alors, on va passer en revue ces quatre types de situations.
si sur chacun des points que l'on aborde ou si en complément des situations qu'on aborde, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à utiliser les questions qui sont dans votre panneau de droite. On les prendra évidemment en fin d'intervention et on essaiera d'y répondre comme on le fait habituellement. Alors, former dans l'entreprise. À partir du moment où les salariés travaillent et ne sont pas dans un établissement qui a été contraint de fermer, ne sont pas dans un établissement où tout le monde a été placé en activité partielle parce qu'on ne peut plus concrètement exercer l'activité, mais où on est au travail. Le fait d'être formé sur le lieu de travail répond absolument aux mêmes règles que le travail. Donc, si je peux travailler, rien ne m'empêche de suivre une formation dans mon lieu de travail. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra respecter les mesures d'hygiène, de sécurité, de protection de la santé que l'on applique au travail, la distanciation, la capacité à se laver les mains, notamment s'il y a des manipulations de matériaux par plusieurs participants, etc. Cette formation peut être faite avec des formateurs internes ou avec des formateurs externes. Et quand je dis des formateurs externes, ils pourraient être présents ou à distance. On peut avoir les deux. Donc, toutes les modalités ici sont envisageables. Un organisme de formation ne peut plus accueillir chez lui des stagiaires, mais il peut envoyer des formateurs et les formateurs peuvent continuer à travailler, certains le font d'ailleurs, peuvent continuer à travailler en allant chez les clients. Tous les formats évidemment de formation sont possibles. Je peux travailler sur des formations internes déconnectées de la situation de travail. Je peux faire du mix avec une partie de distanciel et une partie en situation de travail. Et puis, je peux organiser des AFEST si je le souhaite. Donc, je n'ai pas de problème. Le seul problème ici, c'est encore une fois, si on a une collectivité de personnes qui se forment, d'avoir la capacité à respecter les règles de sécurité. Tous les dispositifs de formation sont utilisables, c'est-à-dire le plan de développement de compétences, le CPF, et pour ceux qui ont des alternants, des apprentis ou des personnes en contrat de professionnalisation, eh bien, les centres de formation ayant fermé, la partie d'alternance ne peut plus se dérouler. Les jeunes se retrouvent au travail dans l'entreprise et peuvent continuer à exercer leur activité. Dans le cadre de la continuité pédagogique, le plus souvent, les organismes de formation ont mis en place de quoi permettre le suivi de la formation à distance. Et sinon, les personnes sont en situation de travail et puis il faudra ensuite rattraper les modules qui n'auraient pas été effectués. Je vais faire un petit zoom sur la formation dans l'entreprise, sur les formations obligatoires et tous les gens qui doivent passer des certifications. Là-dessus, le ministère du Travail, il ne l'a pas encore fait, mais il va publier manifestement une question-réponse, puisque c'est la forme de communication qui n'est pas d'ailleurs liée à la crise actuelle. Le ministère du Travail a pris l'habitude de communiquer sous la forme de questions-réponses sur beaucoup de sujets. Et la position à ce jour, au moment où je vous parle sous réserve d'arbitrage ultérieur, était la suivante. Ça consisterait à rappeler aux entreprises qui ont des certifications obligatoires qu'il n'est pas possible de reporter les échéances chaque fois que la certification est en lien direct, ce qui est quand même la majorité des cas, avec la santé, la sécurité, la protection des salariés. Donc, si je dois repasser une habilitation, un permis pour être autorisé à utiliser tel ou tel matériel et que le but est de protéger, vérifier la capacité du salarié à utiliser ces matériels en toute sécurité, il n'y aura pas de report général de ces obligations. Par contre, sur les certifications ou habilitations ou formations obligatoires qui doivent être renouvelées à échéance, mais qui ne seraient pas liées à la sécurité. Simplement, c'est une condition d'exercice de l'activité. Prenons je sais pas, les 20 ou 30 heures de formation obligatoire par an pour les avocats. Bon, c'est pas lié à la sécurité. Peut-être celle de leurs clients, mais c'est pas lié à la sécurité ou à la santé. Donc, on aurait des reports d'échéance pour ces formations-là. Ensuite, il se peut, et vous savez que les formations… Oui, pardon. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, ça veut donc dire que pour des collaborateurs pour lesquels ces habilitations, ces certifications ne sont pas reportables, ça veut dire qu'ils vont être dans l'incapacité pour certains de travailler. Oui, alors ce sera ça sans doute la réponse du ministère, c'est si vous ne pouvez pas renouveler
dans les délais parce qu'on ne peut pas l'organiser chez vous, parce que vous ne trouvez pas de formateur disponible ou qui souhaite le faire, etc. À ce moment-là, les gens ne peuvent plus exercer leur activité et se posera la question de savoir soit si on peut les réaffecter à autre chose qui ne nécessite pas d'habilitation, soit si ce n'est pas possible et il faudra les placer dans le dispositif d'activité partielle. C'est un motif qui peut justifier qu'une personne ne puisse plus continuer à exercer son activité. Ceci dit, vous savez que les formations obligatoires, elles sont extrêmement différenciées, diverses, dans des tas de secteurs, et qu'elles peuvent relever d'instances différentes. Et on a eu certaines instances qui ont pris l'initiative elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, mais je n'ai pas fait le tour de toutes les certifications, je ne suis pas sûr que ce soit possible, chacun regardera dans son secteur, mais pour le transport de matières dangereuses, les certifications qui venaient à échéance pendant ces semaines qui viennent ont été prolongées jusqu'au 30 novembre de manière automatique. Donc là, la question ne se pose pas si on n'a pas la possibilité de faire suivre les formations obligatoires. Donc voilà, on devrait avoir, sans doute la semaine prochaine, ce n'était pas le plus urgent, même s'il faut traiter ce point-là, mais comme beaucoup d'autres, une position officielle du ministère sur ce sujet-là, mais ça devrait peu ou prou reprendre ce que je viens de vous indiquer. Laurine? Oui, alors, deuxièmement, outre donc la formation des salariés dans l'entreprise, qui pourrait se faire donc avec tous les moyens habituels sous réserve des règles de protection de la santé. Pour les salariés qui télétravaillent, on peut organiser, avoir recours à toute l'offre existante de formation à distance. Alors, on a simplement, parce qu'on voit évidemment proliférer tout un tas de choses, alors l'urgence ici fait nécessité, et donc on peut avoir des formats très dégradés d'une formation en fait présentielle qui contente de produire à distance. Quelques rappels, si vous voulez quand même garder un petit peu de qualité dans vos actions et puis aussi garantir la motivation et l'engagement des collaborateurs, parce que déjà, si quelqu'un n'est pas très familier de la formation distancielle, voire du travail même à distance, si on lui propose un produit dégradé ou qui ne contient pas les ingrédients minimums pour avoir une formation de qualité que l'on a envie de suivre, vous risquez de perdre et du temps et de l'argent avec un taux d'abandon, de non-suivi ou de non-acquisition de compétences très élevé. Alors, on a quelques recommandations ici qui sont d'abord le fait que quand on fait de la formation à distance, d'abord c'est de la formation. Et donc, il faut quand même vérifier, si les compétences visées, on n'est pas sur de l'occupationnel, hein, on est sur une finalité professionnelle. Donc, si les compétences visées sont clairement identifiées, si l'objectif est clair, il faudrait quand même vérifier aussi la motivation de l'apprenant qui est essentielle parce que la formation à distance suppose toujours, c'est de la pédagogie active, ça suppose une proactivité des participants qui vont devoir réaliser certaines activités, etc. Et donc, ils vont devoir faire un effort, parfois aussi un effort de concentration. Quand on est sur des métiers où on bouge beaucoup, on a beaucoup de sollicitations, eh bien, parfois, se retrouver devant un écran, devoir se concentrer pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, c'est parfois pas évident du tout. Donc, la condition de base, c'est quand même la motivation de l'apprenant pour la formation qu'on lui propose, mais également sa finalité. J'y reviendrai parce que la question de savoir si on peut imposer à quelqu'un une formation dans le cadre de l'activité partielle se pose. Je crois qu'il faut la considérer, pas que réglementairement, mais aussi pédagogiquement. Ensuite, il va falloir vérifier, comme pour le télétravail, la situation est particulière. Vous savez que les gens, souvent, ils sont en télétravail, mais pas dans les conditions habituelles du télétravail, c'est-à-dire avec un espace réservé, aménagé, à des moments où personne ou rien ne vient les déranger, etc. Et donc, on est dans une situation un peu différente. Donc, il faut vérifier la disponibilité des personnes pour la formation. Il y a une disponibilité mentale qui est nécessaire et puis une disponibilité purement, j'allais dire, physique, pas avoir d'autres, la charge de travail, etc. Tout ça reste vrai dans le distanciel. Et puis, faire attention à la chose suivante, parce que on sait qu'une formation est d'autant plus efficace que les compétences sont utilisées de manière rapide.
c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de décalage important entre les acquisitions et l'utilisation, voire même que l'on arrive à mixer acquisition et utilisation pour une consolidation et avoir ce que j'appelle des compétences durables. Donc, je pourrais me dire, je profite de la situation pour former des gens sur des trucs sur lesquels j'ai jamais le temps de les former. Attention quand même de ne pas former des gens sur des activités qui ne sont pas les leurs, qu'ils n'auront l'occasion de mettre en œuvre que dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, parce qu'on risque d'avoir une déperdition qui pourrait être importante. Et donc là, il est sans doute, et puis ça permet de maintenir le lien avec le travail, important de cibler des formations qui soit peuvent prendre appui sur le travail, les activités, la situation de travail, soit pourront être utilisées dans le laps de temps non trop éloigné. Et puis, on a des recommandations de type pédagogique, mais je vais laisser la parole à l'expert de la pédagogie distancielle, qui est Thierry, sur quelques recommandations quand on fait des formations distancielles. Il rappelait tout à l'heure que MyConnecting était caractérisé notamment par l'humanisation de la technologie et le double accompagnement par le formateur, mais aussi par le tuteur motivationnel. C'est quand même un des points clés de la formation distancielle. Alors effectivement, ça fait 16 ans 15 ans que nous faisons de la formation à distance, donc c'est vrai qu'on a acquis une bonne expertise très orientée culture du résultat et d'ailleurs que nos clients peuvent mesurer à travers des KPI et des indicateurs de performance. Mais pour tous ceux qui désirent, et bien évidemment il faut le faire, on a bien compris que dans l'enjeu actuel, développer les compétences des collaborateurs, c'est important. Je crois qu'effectivement, Jean-Pierre a souligné un certain nombre de vigilances qu'il faut avoir. Et ben, en matière de formation à distance, il y en a certaines qui sont incontournables. Vous voyez par exemple la qualité des conditions techniques. C'est loin d'être sibyllin. Vous démarrez une formation à distance et en fait, on s'aperçoit que l'apprenant, le collaborateur n'a pas les conditions techniques, que ce soit en termes de bande passante ou d'équipement de son ordinateur pour pouvoir suivre une formation dans de bonne qualité. Eh bien, vous allez tout de suite casser une espèce de dynamique. C'est pour ça que nous, dès le départ, nos coachs, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, et Jean-Pierre l'a rappelé, tous nos apprenants sont accompagnés par un coach organisationnel et motivationnel dans leur formation. Et bien, le premier contact de l'apprenant avec MyConnecting, c'est la définition du besoin, la définition des objectifs, mais on valide systématiquement en amont de la formation que la configuration technique de l'apprenant va lui permettre de suivre cette formation dans des bonnes conditions. L'hyper-personnalisation et l'hyper-personnalisation, bien évidemment, qu'il s'agisse de présentiel ou de distanciel, la motivation est un élément absolument déterminant et Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure. Vous savez, on a des formateurs qui font du présentiel chez MyConnecting, on a des formateurs qui ne font que du distanciel et c'est vrai que quand on forme nos formateurs présentiels à l'exercice du distanciel, on leur rappelle un certain nombre de choses et c'est vrai que lorsqu'un apprenant est face à un ordinateur, alors là en l'occurrence c'est chez lui, mais son attention peut être happée par des tas de leviers. Ah, putain, j'entends plus Thierry. Ah. C'est est-ce qu'ils ont mis en œuvre une pédagogie qui est adaptée au distanciel? On est sur des séquences courtes? Est-ce qu'on est sur des activités multiples? Est-ce que on essaye de se rapprocher le plus possible de la situation de travail du collaborateur? Donc, ce formateur, il faut absolument le former préalablement
à la formation à distance. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel vous devez être vigilant quand vous choisissez un organisme de formation avec lequel vous décidez de déployer du distanciel. Vous voyez, par exemple, chez MyConnecting, on a déployé une offre sur les softs à distance. Eh bien, bien évidemment, tous les formateurs avec lesquels nous déployons cette offre respectent un certain nombre de règles qui leur permettent de ne pas répliquer le présentiel à distance, mais on est bien dans un format qui est un format organisé, structuré pour être déployé dans le cadre du distanciel. La taille des séquences et la fréquence sont des éléments évidemment très importants. Les neurosciences aujourd'hui nous apprennent que des séquences courtes et répétées permettent un ancrage mémoriel très nettement supérieur. Et c'est vrai que de valider que le format et le rythme des formations que vous déployez répondent à ces impératifs est un élément très important. Au même titre que l'interaction. Alors d'autres vous parleront d'interactivité s'il s'agit de communiquer avec une machine. Nous, il nous semble que pour être véritablement efficace et avoir une vraie transférabilité, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une formation dans laquelle on a un formateur en face de soi, même si on peut alterner des périodes d'interaction avec des périodes d'interactivité. Toujours est-il que nous négligeons pas la dimension humaine dans ces formations à distance. Et puis, Jean-Pierre l'a souligné, je vous en ai parlé au début de cette intervention, accompagner l'apprenant, être à son écoute, être capable d'extrêmement réactif. Vous voyez, chez nous, un apprenant qui demande à parler à son coach ou qui est confronté à un problème, eh bien, son coach le rappelle en maximum 2 heures et on essaye évidemment dans des périodes difficiles comme celle d'aujourd'hui d'être encore plus réactif. Donc, ce sont des recommandations et des points de vigilance sur lesquels il faut vraiment être attentif avant de décider de mettre en place une formation distancielle, puisque l'objectif, c'est d'obtenir des résultats et ces points de vigilance permettent d'obtenir des résultats à partir du moment où l'organisme avec lequel vous travaillez est vigilant et a l'expertise pour les mettre en œuvre. Alors, concernant… Vigilance, évidemment, il s'adresse à n'importe quel type de formation, hein, qu'on forme des salariés en activité partielle ou dans l'entreprise ou en congé pour garde d'enfants. Ces points de vigilance, évidemment, s'appliquent à toutes les situations. Concernant les salariés donc qui seraient placés en activité Jean-Pierre, on ne partielle. t'entend pas. Ah, tout à l'heure c'était toi, pourtant moi là j'ai le… Est-ce que c'est toi qui entends pas ou est-ce que c'est tout le monde? Parce que moi ça paraît fonctionner. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, pour les gens qui sont placés en activité partielle, et le décret qui a été publié ce matin modifie les règles de l'activité partielle jusqu'à la fin de l'année. Et je crois qu'il faut faire, les gens concernés l'auront fait la distinction, mais il faut faire une distinction. Il y a la période de confinement qui est une chose, et il y a la question de l'activité partielle qui n'est pas liée exclusivement, évidemment, à la question du confinement, puisque on ne connaît pas, quand le confinement de la population sera moins restrictif, les conditions de reprise pour toutes les activités, à quel rythme, etc., des ruptures de chaîne dans certains circuits économiques, etc. Donc, les règles qui ont été définies pour l'activité partielle le sont jusqu'à la fin de l'année 2020. Et on verra s'il faut les aménager ou pas encore en cours de route. Le principe qui figure dans le Code du travail, qui n'est pas une nouveauté, n'a pas été modifié par la loi d'urgence qui a été adoptée dimanche dernier, suivant laquelle, pour les salariés placés en activité partielle, l'intégralité des dispositifs de formation et notamment les actions du plan de développement de compétences. Alors, si vous lisez l'article, vous trouverez écrit plan de formation parce que suite à la loi de septembre 2018, on n'a pas harmonisé l'intégralité de temps en temps. Enfin, le plus souvent, on trouve plan de développement de compétences, mais de temps en temps, on trouve encore plan de formation, mais c'est la même chose, évidemment, dont il s'agit. Et on nous dit de manière expresse qu'on peut être en activité partielle et bénéficier d'actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences de l'entreprise. On peut bien évidemment bénéficier également, c'est notamment le plan de compétences, du CPF pendant cette période-là. Donc, l'activité partielle et la compatibilité de la formation, aucun problème de principe. Utilisation de tous les dispositifs, aucun problème de principe. Reste à voir après quand même
les modalités pratiques pour chacun des dispositifs. C'est ce que l'on va faire. Alors, pour le premier des dispositifs, on va le faire avec quelques questions qui sont un petit peu les questions clés que je vous ai listées. Laurine, si on peut passer à la diapo suivante. Ah, petit sondage avant. Petit sondage avant de passer au plan de développement de compétences dans le cadre de l'activité partielle. Quelle est la part de vos salariés aujourd'hui placés en activité partielle, moins de 30%, entre 30 et 65, ou bien plus de 65%, c'est-à-dire plus des 2/3 des salariés. On vous laisse quelques secondes pour répondre et on va avoir les résultats tout de suite ou très rapidement. Très bien, Jean-Pierre, je pense qu'on a les proportions. Bien, vous voyez quand même 12% qui ont plus des 2/3, 20%, ça fait 30% des entreprises qui ont significativement une partie importante de leurs salariés en activité partielle. Alors, D'ailleurs, on a eu les chiffres qui ont été communiqués, comme quoi il y a 100 000 entreprises qui ont des salariés en activité partielle, et ça représente 1,2 million de salariés. et c'est sans doute des chiffres qui sont destinés Provisoires. à augmenter, exactement, provisoire, destiné à augmenter. Alors, on va revenir à la possibilité donc de se former, d'abord dans le cadre du plan de développement des compétences. Alors, on a un premier sujet, puisque le Code du travail nous dit expressément, hein, on peut être formé dans le cadre du plan de développement de compétences alors qu'on est en activité partielle. La question se pose, mais est-ce qu'on applique toutes les règles du plan de développement de compétences où je vous rappelle, l'employeur peut décider, si on est sur des compétences correspondant à la fonction, le salarié n'est pas censé refuser, c'est une obligation, il y a un régime spécial pour le temps de travail, etc. Bon, il faut considérer que les règles de droit commun ne peuvent pas s'appliquer et qu'on est dans le cadre spécifique d'une activité partielle où le salarié est délié de l'obligation de travailler, mais en même temps, il perçoit quand même une indemnisation dans le cadre qui est lié à l'existence de son contrat de travail. Alors, prenons les choses de manière très pragmatique. Est-ce qu'on peut imposer la formation aux salariés? Juridiquement, vous savez que c'est le juge qui, au final, a la, à la réponse quand on à une question de manière définitive. Bon, tant qu'on ne va pas le voir, bah, il faut prendre ses responsabilités et trancher soi-même. Il pourrait y avoir des arguments pour, des arguments contre. Des arguments pour, c'est que par exemple, être placé en activité partielle n'est pas une option, c'est pas soumis à l'accord du salarié, c'est une décision d'entreprise, il perçoit des indemnités et il n'est pas interdit d'avoir une activité autre, la formation, puisqu'elle est prévue par les textes. Donc, je pourrais substituer de la formation qui vise le plan de compétences et dire que c'est obligatoire. Bon. Donc, juridiquement, il y aurait des arguments pour dire ça. Certains disent, mais non, le contrat de travail est suspendu, donc on ne peut plus, le salarié n'est plus sous la responsabilité directe de l'employeur, donc je ne peux pas le contraindre. Je pense que le débat n'est pas au fond très important, parce que imposer à un salarié une formation, s'il ne partage pas l'objectif, s'il n'en voit pas l'utilité, l'intérêt, etc. Vous savez, en ces périodes, il y a la règle et il y a l'usage que l'on fait de la règle, et ça s'appelle le management. Et la règle, c'est une chose, la manière dont je vais m'en servir, qui est propre à chacun, la règle elle est la même pour tous, la manière de s'en servir est propre à chacun, peut conditionner la réussite d'un projet ou pas. Alors, on peut se trouver dans des situations où on n'aura pas le choix. Il faudra absolument former les salariés pendant l'activité partielle. Je pense notamment à ce que j'indiquais tout à l'heure sur les formations obligatoires, sur le renouvellement de certification, pour que les gens puissent travailler dès que l'activité partielle cessera.
Bon, je ne suis pas sûr que ça pose beaucoup de problèmes dans ce cas-là. On peut trouver des salariés à qui il faut faire peut-être un peu de pédagogie de la règle, mais dans ces cas-là, on pourrait imposer. Pour les autres, on a quand même intérêt à ce que les gens partagent et soient d'accord pour se former. Deuxièmement, la question du temps de formation. Vous savez que les règles, c'est qu'on ne peut pas faire plus de 30 heures par an, sauf accord, en dehors de son temps de travail, etc. Bon, ici, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On peut, sans limite, il n'y a pas de limite particulière de durée des formations pendant la période d'activité partielle. Et enfin, la question de l'accident du travail. Alors, si on est en activité partielle, a priori, on va plutôt être sur des formations distancielles et les gens sont dispensés d'activité, ne viennent plus dans l'entreprise. Donc, on ne va pas être sur des formations présentielles dans l'entreprise comme on pourrait en faire. Attention, parce que si jamais c'était le cas, les gens sont en activité partielle et je leur demande de venir dans l'entreprise pour être formés pendant ce temps-là, se poserait la question de la couverture au titre des accidents du travail. Et quand on est en activité partielle, on n'est pas censé travailler, donc la couverture pourrait être contestée ou discutée, même si tous les organismes sociaux vont devoir s'habituer, ce que certains ont fait déjà, à travailler en dérogatoire, on ne peut pas fixer ce principe-là. Si on est sur du distanciel, il faut convenir quand même que le risque daté, en pratique, hein, c'est la différence entre le risque théorique et le risque réel. Le risque réel est très faible, donc ce n'est pas tellement un problème. Donc, si vous avez des gens en activité partielle, que vous voulez leur proposer des formations, voir si c'est absolument indispensable leur imposer. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite particulière sur la durée des formations. Il faut tenir compte de la disponibilité des gens par rapport à des obligations qu'ils pourraient avoir par ailleurs, notamment familiales, dans ce contexte particulier qu'est le nôtre, et gérer le cas échéant le risque accident du travail. Premier dispositif. Deuxième dispositif, le compte personnel de formation. Alors, le compte personnel de formation, tout d'abord, pendant l'activité partielle, le salarié se retrouve sur son temps personnel, il n'a pas l'obligation de travailler, donc s'il veut, lui, prendre l'initiative de se former en utilisant son compte personnel de formation, aucun problème. Il peut utiliser librement ses droits, il peut s'inscrire à des formations, il peut les suivre sur son temps d'activité, de non-activité. Donc, pas de problème pour un usage personnel du compte personnel de formation. Alors, une entreprise, d'ailleurs, pourrait peut-être aider éventuellement les salariés à savoir qu'ils peuvent utiliser leur compte personnel, les aider à ouvrir, à activer leur compte si jamais ils ne l'ont pas fait, à choisir éventuellement des formations, et puis elle pourrait aller aussi un petit peu plus loin, proposer aux salariés placés en activité partielle, s'ils le souhaitent, et là il faudra obligatoirement évidemment leur accord, de suivre dans le cadre du CPF une ou des formations pour lesquelles d'ailleurs l'entreprise pourrait dire je prends à ma charge une partie du coût et je vous demande, ça permet de vérifier votre motivation, ça permet de partager l'investissement, ça permet de partager l'effort pour l'acquisition de compétences, d'utiliser tout ou partie de vos droits au CPF et de se mettre d'accord sur la part respective de chacun. Alors vous savez qu'ici, on a deux modalités, puisqu'on n'a pas encore le module abondement de l'application CPF, on a deux modalités qui peuvent être utilisées. L'entreprise achète directement auprès de son prestataire des formations et le prestataire ouvre sur la plateforme des sections spécifiques avec un tarif particulier, on envoie le lien, les gens s'inscrivent et ensuite on referme cette offre qui est propre à l'entreprise. Peut-être que la Caisse des dépôts, dans quelques mois, permettra d'identifier ces offres d'entreprise et de les laisser de manière pérenne. Pour l'instant, il faut le faire de cette manière-là. Ou alors, on demande aux salariés de s'inscrire et ensuite, on s'est entendu avec le prestataire, il facture qu'une partie aux salariés, il facture le reste à l'entreprise. Cette deuxième procédure, elle peut fonctionner lorsque les salariés ont des droits suffisants pour s'inscrire à la formation. Parce que sinon, aujourd'hui, l'application demande à ce que les gens complètent avec leur carte bleue, ce qui évidemment pas, si l'entreprise veut le prendre en charge, la bonne formule, hein, complètent avec leur carte bleue l'inscription. Donc, si on est sur un tarif de formation supérieur au droit du salarié, il vaut mieux utiliser la première procédure. Et si on est sur un tarif de formation inférieur, on peut le faire indifféremment avec la première ou la seconde.
Donc, on a toute une gamme ici de possibilités avec le compte personnel de formation pendant la période d'activité partielle, de pouvoir accéder à la formation, soit le salarié de manière autonome, soit en accord avec l'entreprise, soit sur proposition de l'entreprise. J'allais dire presque comme en temps normal. La seule différence, c'est que les gens ne travaillent pas et ne sont pas au travail. Ils utilisent le temps disponible pour ça. Et puis, reste le dernier dispositif sur lequel, sondage avant de passer au dispositif du FNE sur lequel le gouvernement va avoir quelques annonces de facilitation de recours à ce dispositif. Alors, le sondage, est-ce que vous envisagez d'avoir des programmes de formation pendant le chômage partiel? Je pense que les chiffres ne bougeront plus beaucoup. On était sur 2 tiers, 1 tiers. Voilà. 2 tiers, oui. 1 tiers, non. Peut-être que le tiers non à la suite de ce webinaire peut-être fera évoluer au vu des possibilités et peut-être des bonnes nouvelles que nous risquons d'avoir. Alors on aurait aimé vous les annoncer dès aujourd'hui. Il faudra sans doute attendre demain au plus tôt, éventuellement début de semaine pour avoir des précisions. Mais alors déjà, On une en a chose. déjà une. Oui, alors on en a plusieurs. Je vais donner les bonnes nouvelles, Thierry, mais je vais donner une précision immédiatement. Ne vous reportez pas aujourd'hui, n'allez pas chercher la documentation sur le FNE formation, les conditions de recours au FNE formation. Tout ce que vous allez trouver est obsolète puisque l'ordonnance qui devrait être publiée demain matin avec sans doute un question-réponse en complément en début de semaine, va nous apporter des précisions sur un régime nouveau. Et dans ce régime nouveau, on va trouver plusieurs points. Un qui est déjà acté dans le décret sur le chômage partiel et dans le question-réponse sur l'activité partielle qu'a publié le ministère, c'est que contrairement à ce qui se passait antérieurement, le fait de suivre une formation pendant l'activité partielle n'aura strictement aucun impact sur l'indemnisation du salarié et sur les contributions des entreprises. Jusqu'à présent, le régime de droit commun du FNE formation, c'était que quelqu'un qui était indemnisé au titre de l'activité partielle et passait à 100% de son salaire quand il passait en formation. Ce ne sera pas le cas. Les règles d'activité partielle, vous le savez, c'est 84% environ du salaire maintenu sous forme d'indemnité, un remboursement de l'entreprise à hauteur de quasiment 100% dans la limite de 4 SMIC et demi. Le fait de se former pendant l'activité partielle ne changera rien à ce niveau de rémunération. Donc, on ne fera pas de la formation simplement pour être mieux indemnisé dans le cadre du chômage partiel. Deuxièmement, l'État confirme qu'il va y avoir une ligne du FNE a priori sans limitation budgétaire a priori qui permettra au direct de financer 100% des coûts pédagogiques pour les entreprises qui forment leurs salariés pendant l'activité partielle. Alors là aussi, les anciennes modalités de calcul sont totalement obsolètes. Elles n'ont plus lieu d'être puisque c'était un calcul sur le salaire plus les coûts pédagogiques, etc. C'est plus le cas. On va être sur 100% des coûts pédagogiques. Ce que le ministère n'a pas encore fixé, c'est le plafond, puisque ça va être à guichet ouvert budgétairement, ce ne sera pas forcément à guichet ouvert en termes de coûts unitaires des formations. Dans le cadre de la loi d'urgence, a été adopté le principe que les formations devraient plutôt être financées pour favoriser notamment le distanciel de manière forfaitaire plutôt que financées comme on en a l'habitude depuis trop d'années, hein, je vais oser un jugement de valeur, en fonction d'un taux horaire. Donc, on pourrait avoir soit un plafond en termes de coûts à ne pas dépasser, soit un budget maximum
par salarié mis à disposition des entreprises, soit un budget global ramené au nombre de salariés placés à temps partiel. C'est pas arbitré, mais on aura donc une réponse assez rapidement là-dessus. Donc le principe, c'est 100% des coûts pédagogiques, aucun reste à charge. La seule chose, c'est est-ce qu'on rentre ou pas dans les plafonds qui seront, ou dans le ou les plafonds qui seront adoptés. Ensuite, il y a la question de la procédure. Le ministère a déjà, puisque le chômage partiel, le financement de la formation pouvait prendre deux voies, celle des OPCO ou celle de la directe. Le ministère a apparemment tranché pour la directe, ce qui paraît logique parce qu'il faut que la directe puisse vérifier que la formation concerne bien des salariés effectivement placés en situation d'activité partielle. Or, c'est elle qui a les infos, puisque c'est elle qui a instruit les demandes d'activité partielle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'adresser, et sans doute qu'il y aura un formulaire qui sera mis, ou une procédure qui sera mise en place assez rapidement, simplifiée par rapport à l'existant, qui supposait de négocier une convention avec un temps assez lourd et assez long pour le faire. Là, on devrait avoir quelque chose d'assez rapide et d'assez automatique, où on pourrait avoir d'ailleurs le même système que ce qu'on a pour l'activité partielle, c'est-à-dire que faute de réponse sous délai de 48 heures, la demande est considérée comme acceptée, sous réserve évidemment qu'on respecte. Seuls les salariés en activité partielle font l'objet d'une demande et on est dans le respect des plafonds, et on devrait avoir une automaticité de la prise en charge. Il y a peut-être une dernière question qui n'est pas résolue, c'est est-ce que toutes les formations seront éligibles? Et là, on va retrouver la question vraisemblablement des formations obligatoires. Est-ce que le fait, quand c'est possible de les organiser, de faire les formations obligatoires dans le cadre de l'activité partielle sera aussi financé par l'État? Pour l'instant, je ne peux pas vous apporter la réponse. Est-ce qu'on mettra d'autres conditions? Ce n'était pas la tonalité ces derniers jours au ministère, mais bon, là aussi, il faut attendre sans doute le début de semaine. Est-ce que toutes les formations ou seulement les formations certifiantes seront possibles, etc. Voilà, pour avoir exactement le calibrage. Par contre, deux choses pour vous permettre de vous préparer et ensuite pouvoir lancer les choses. La première, c'est que ce sera une convention avec la directe. Donc, on est dans le cadre d'une procédure collective. Ce n'est pas une demande individuelle chaque fois que je veux former un salarié. Ce qui veut dire que pour une entreprise, si on veut former dans le cadre de l'activité partielle, c'est un programme de formation pour les gens placés. Il n'y a pas d'obligation qu'ils soient tous concernés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir présenter des demandes pour des programmes qui vont concerner, même si les formations sont différenciées, etc. Bref, il faudra un plan de formation un peu global. Vous n'allez pas refaire une demande pour chaque salarié, etc. Sinon, les directs n'y arriveront jamais. Donc, il faut un petit peu de temps pour préparer ces demandes de nature collective. Et la deuxième chose, on sait que le financement sera de 100%. Il y aura juste à calibrer par rapport au plafond. Voilà. Alors, sur ce dispositif, compte tenu du fait que on aura sans doute une partie des réponses dans l'ordonnance qui est annoncée pour demain, et peut-être des compléments de réponse en début de semaine prochaine. Ce que l'on se propose de faire pour tous les participants à ce webinaire, Thierry, tu me corriges si je m'engage pas. On va vous faire une news sous un format, quand on va vous diffuser le replay, on vous enverra une news, un petit PDF qui rappelle toutes les règles, les références des textes qui sont sortis, vous pouvez trouver toutes les infos, etc. Donc, on vous mettra à disposition sans que vous ayez besoin d'aller la chercher, l'information. Et s'il y a besoin de vous envoyer un complément avec toutes les références aussi en début de semaine, parce qu'on a des informations complémentaires qui sont données, on le fera. Alors, ça concernera donc le FNE, formation, les précisions, parce que je vois qu'il y a quelques questions sur ce sujet, sur les formations obligatoires, puisque sans doute on aura des précisions. Voilà, comptez sur nous pour faire un suivi à l'issue de ce webinaire. Et puis, avant de prendre les questions, je voudrais peut-être traiter… Mais ce sont quand même des très bonnes nouvelles. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est quand même une véritable opportunité. Ce financement à 100% des coûts pédagogiques, bon, bien évidemment, il y aura des précisions qui viendront. Dans l'ancien dispositif, on évoquait la capacité de faciliter la polyvalence professionnelle des salariés. Donc, on verra si
le nouveau dispositif, enfin le dispositif mis dans l'urgence en place par le gouvernement est plus restrictif. Mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on ait tous en tête que c'est une véritable opportunité pour accompagner tous les collaborateurs qui sont dans cette situation difficile de l'activité partielle. Et puis, on a voulu aborder un dernier cas avec vous, c'est celui des salariés qui sont placés en situation d'arrêt maladie. Alors, je vais faire un rappel parce que cette situation n'est pas forcément très connue ni très pratiquée du droit commun. Ce qui pourrait concerner l'intégralité, évidemment, si leur état de santé le permet, ça va de soi, hein, l'intégralité des salariés qui sont en arrêt ou qui étaient en arrêt maladie pour un autre motif que le motif spécifique de garde d'enfants qui a été créé au début de ce mois. Un salarié qui est en arrêt maladie n'a le droit, du point de vue de la Sécu, d'exercer aucune activité. Aucune. Et donc, il ne peut pas suivre une formation. Procédure dérogatoire. Avec le double accord de son médecin traitant et de la caisse primaire, il a la possibilité de suivre une formation. Si le médecin traitant a dit que son état de santé n'était pas incompatible avec le suivi de la formation, bien qu'il soit incompatible avec le travail. Prenez l'exemple de quelqu'un qui a une activité très physique, je sais pas, un chauffeur par exemple, qui s'est cassé une jambe et qui est bloqué chez lui, ça ne l'empêche pas de suivre une formation à distance depuis chez lui, ça l'empêche de conduire son véhicule. Donc, si on vérifie, mais c'était le cas, on a eu quelques exemples sur des gens qui étaient en situation de burn-out ou pour des maladies avec des traitements un peu longs pour lesquels on a considéré que la formation, ça fait référence à ce que disait, à la dimension psychologique qu'abordait Thierry en introduction de ce webinaire, où la formation pouvait, y compris, avoir peut-être quelques vertus thérapeutiques en n'isolant pas la personne, en ne la coupant pas de tout contact, etc. Donc, la procédure de droit commun qui est prévue par le Code de la sécurité sociale, hein, en cas d'arrêt maladie classique, c'est que si le médecin traitant dit qu'il n'y a pas de problème de compatibilité et que la caisse primaire le valide, eh bien on peut. Si on n'a pas ce double accord, on n'est pas censé le faire. Alors, si on le fait quand même, ou qu'on ouvre un accès à des formations à des salariés qui sont en maladie parce qu'on considère que leur état, surtout le salarié, lui, considère que son état lui permet de suivre ces formations-là. Bon, on n'a quand même pas énormément de problèmes. On n'est peut-être pas dans la période où la Sécu va passer son temps à faire des contrôles pour savoir si les gens chez eux se sont formés ou pas alors qu'ils étaient en arrêt maladie. Et surtout, s'ils ne sortent pas de chez eux, on élimine le risque principal dans un cas comme ça, c'est-à-dire l'accident, où là, la situation serait problématique. Donc, ce n'est pas une recommandation de le faire, j'allais dire, de manière comme ça un peu informelle, mais en même temps, en réalité, si on le fait, il n'y a sans doute pas de risque réel. Et si on veut le faire tout à fait correctement, eh bien, on peut le faire avec le double accord. Pour l'arrêt maladie, pour garde d'enfants, il est incompatible avec le travail puisque c'est un arrêt maladie indemnisé par la Sécu. Donc, normalement, les mêmes règles devaient s'appliquer. La grande différence, c'est que si quelqu'un s'arrête pour garder ses enfants, ça veut dire qu'il n'a pas un état de santé incompatible avec la formation, par définition. Et que donc, dans ce cadre-là, alors il pourrait utiliser son CPF de manière autonome, du coup, il n'y a pas trop de contrôle là-dessus, ce n'est pas très problématique. Si l'entreprise intervient, il va falloir veiller une chose. D'abord, l'entreprise peut éventuellement proposer un salarié, si on est très réglementaire, un salarié en arrêt maladie, il n'est pas censé répondre à une sollicitation de l'entreprise. Mais si on propose aux gens qui sont partants, voire même qu'ils trouvent que ça leur permet de garder un lien avec le travail et que l'arrêt était nécessaire parce que sinon ils étaient dans des contraintes personnelles trop importantes et qu'ils ne pouvaient pas travailler correctement, mais c'est peut-être un moyen de garder un lien. Alors évidemment, il faut un salarié qui soit partant, qui soit volontaire. L'entreprise n'est pas obligée de le proposer, mais elle peut le proposer. Concrètement, il n'y a pas de risque particulier. Mais là, il faudra financer la formation avec les moyens habituels. On n'est plus dans le cadre de l'activité partielle. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Thierry, on peut peut-être prendre les questions. Alors, on va prendre les questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, eh bien, vous savez que comme à notre habitude, on vous apportera des éléments de réponse dans le replay. Donc, première question, pour les formations obligatoires, comment faire s'il n'y a pas de formation à distance?
Alors, comme j'indiquais, soit si c'est organisable en intra dans l'entreprise, c'est possible pour des gens qui seraient toujours donc en activité, hein. Il ne s'agit pas de revenir se former si on est en activité partielle. Pour des gens qui sont en activité sur le temps de travail, on peut organiser la formation. Si ni le distanciel ni le présentiel dans l'entreprise n'est organisable, eh bien ça veut dire qu'on ne pourra pas faire la formation obligatoire et que les gens ne pourront plus exercer leur activité si cette formation obligatoire est liée à la santé. Pour les autres, peut-être il vaudra mieux attendre le texte du gouvernement, mais on devrait avoir la possibilité de différer l'échéance de l'obligation. Je crois qu'on a une deuxième question, Thierry, qui est Ouais. proche, puisque c'est je suis au chômage partiel, je dois absolument renouveler mon SST habilitation CACES. Est-ce que je peux bénéficier d'un report? Alors, on n'est pas parti là-dessus. On peut, alors, il faut regarder hein, dans quelle mesure ces activités, ces formations peuvent être suivies et les habilitations peuvent être renouvelées à distance ou pas. Pour certaines, je pense que ce sera compliqué de les renouveler à distance. Et donc, je renvoie à la réponse que j'ai faite précédemment. Pour faire de la formation interne, l'entreprise doit-elle avoir un numéro d'agrément formateur délivré par la préfecture? Non, absolument pas. Toute entreprise peut librement former ses salariés et donc chaque fois que je forme des salariés avec un autre salarié, je peux le faire absolument librement. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ne concerne que les formations qui sont délivrées par un salarié qui forme d'autres personnes que les salariés de son entreprise. C'est-à-dire que dès qu'il y a des salariés d'entreprises différentes. Ça, par exemple, pour des groupes ou des réseaux, donc des entités juridiques différentes, si un salarié veut faire de la formation pour les autres, eh bien, il vaut mieux passer par un organisme de formation ou alors on va considérer, on va l'organiser, mais on ne pourra pas mettre le chapeau formation sur cette activité-là, même si par ailleurs elle ressemble en tout point à une formation. Mais on a besoin d'un organisme de formation quand il y a plusieurs entités juridiques concernées. Quand il n'y en a qu'une, aucun problème, on peut faire soi-même. Les jours de formation réalisés en période de chômage partiel sont-ils remboursés par l'État à quelle hauteur? Voilà. Alors, c'est la même couverture, hein, je l'ai indiqué, que pour l'activité partielle. C'est-à-dire ça ne change rien. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Quelqu'un qui est en activité partielle sera indemnisé sur le même niveau qu'il soit en formation ou pas, et l'entreprise sera remboursée sur le même niveau, suivant les nouvelles règles qui sont en vigueur donc depuis la publication du décret ce matin. Quid de ce nouveau FNE et des entreprises de plus de 250 salariés? Alors, a priori, ça concerne toutes les entreprises et pas simplement, il n'y a plus de plafonnement. C'est pour ça que je dis attention, hein, n'allez pas trop chercher les règles du FNE antérieur, etc. On va vraiment adopter de nouvelles règles et on n'aura pas de plafonnement d'entreprise. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que le ministère a annoncé jusqu'à présent. C'est toutes les entreprises et tous les salariés placés en activité partielle auront la possibilité de recourir au FNE avec la prise en charge de 100% des coûts pédagogiques. Est-ce que l'on peut cumuler les aides, FNE et Atlas par exemple? Alors, dans la limite des, dans la limite du coût de la formation, c'est-à-dire si vous me posez la question de savoir si on peut se faire rembourser 2 fois la même chose, je suis obligé de vous dire non. Mais en fait, il y a une seule hypothèse, c'est si le FNE a un plafond, mettons pas 5 000 € par salarié et que vous faites suivre une formation qui vaut 7 000, vous voyez, l'OPCO pourrait prendre la différence. Mais je pense que les OPCO, dans cette situation-là, vérifieront si vous n'avez pas déjà une aide pour les gens placés en activité partielle. Ça me permet de dire que les gens en activité partielle restent des salariés et que l'OPCO peut librement financer. Pour les entreprises qui auraient des budgets à disposition dans l'OPCO et qui ne souhaiteraient pas faire une convention FNE ou qui ne rempliraient pas les conditions, que j'en sais rien, qui ne souhaiteraient pas passer par là, il est toujours possible évidemment de solliciter l'OPCO pour financer la formation des salariés placés en activité partielle, aucun problème. Le FNE est une possibilité, une opportunité, ce n'est pas une obligation. Est-ce que Donc cela fonctionne? le cumul est possible sous réserve donc de ne pas se faire rembourser 2 fois la même chose. Est-ce que cela fonctionne pour la formation interne?
Alors, c'est pas évident parce que ce qui est annoncé, c'est la prise en charge de 100% des coûts pédagogiques. Et pour avoir un coût pédagogique, il faut une facture de la part d'un organisme. Et donc, si je suis en interne, j'ai pas de facturation, etc. Donc, c'est aussi un moyen, si vous voulez faire appel à un organisme extérieur, c'est aussi un moyen pour l'administration de vérifier qu'il y a bien une vraie formation avec intervention d'un organisme qui peut garantir la formation, etc. En interne, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Alors, c'est à ce jour, c'est pas l'idée. Qu'entendez-vous par plafond de prise en charge alors que c'est 100% des coûts pédagogiques qui Oui, sont… 100% des ouais, 100% des coûts pédagogiques dans la limite d'un plafond. Donc, le plafond, ce qui est en train d'être étudié et qui sera arbitré, c'est est-ce que c'est un plafond par salarié? Est-ce que c'est un plafond par formation? Est-ce que c'est un plafond par jour de formation? Est-ce que c'est un plafond par entreprise? Est-ce que c'est plusieurs plafonds qui devront être respectés? On n'en sait rien, mais il n'est pas envisagé d'avoir une aide totalement déplafonnée qui me permettrait de vous dire je vais vous vendre 3 heures de formation à 10 000 euros et le FNE va le financer à 100%. Donc, on n'aura pas ce genre de situation. Donc, oui, il y aura un plafond. Dans la limite de ce plafond, il n'y aura pas de reste à charge. C'est pour ça que je disais le seul reste à charge possible pour une entreprise, c'est ce qui dépassera le plafond qui sera fixé. Bien, il est 16 heures. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne une dernière question et puis on répondra aux autres questions. Ne vous inquiétez pas euh, dans notre replay. Bonjour. Pour les formations pendant arrêt pour garde d'enfants, l'entreprise peut-elle solliciter les dispositifs OPCO? Oui, parce que la personne, elle reste salariée. Donc, à partir du moment où elle est salariée, je forme un salarié. La question du droit du travail entre l'employeur et le salarié n'est pas a priori du ressort de l'OPCO. Lui, à partir du moment où la personne est salariée et où elle se forme, il est en capacité d'intervenir. Il n'a pas à vérifier si on a bien toutes les autorisations pour faire ça. Ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Donc, si il a financé une formation pour quelqu'un qui est en arrêt maladie pour garde d'enfants, il n'a pas de problème, il a engagé ses fonds pour un salarié de l'entreprise, pas de souci. Après, si le salarié avait, on ne sait rien, des griefs ou si la Sécu revenait mettre son nez dans l'histoire, ça n'aurait strictement aucun rapport. C'est deux choses totalement différentes, donc la réponse est oui. Très bien. Ben, écoutez, merci de votre participation. Merci aussi de votre collaboration parce que je vois que vous avez été nombreux lorsque visiblement j'étais confronté à un problème de son à réagir. Donc, merci pour votre aide. On a été, j'espère, en mesure, et je suis sûr que les propos de Jean-Pierre ont permis de vous apporter des tas d'éléments de réponse, mais en tout cas des informations positives qu'on va compléter et j'espère qu'ils vous auront convaincu de l'opportunité de former vos collaborateurs pendant cette période difficile, sachant qu'on a évoqué évidemment la période de confinement, mais que la période de chômage partiel, malheureusement, pour un certain nombre d'entreprises, pourra durer au-delà de la période de confinement. Donc, on complétera ces éléments positifs. Jean-Pierre, tu veux rajouter un… Oui, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le fait, effectivement, parce que les gens regardent les règles actuelles, hein, qui prévoyaient qu'il y avait 100% de salaire lorsqu'on était en formation avec le FNE, et je confirme que ce n'est plus le cas. Très bien. Merci de cette précision, Jean-Pierre. Bon, je vous rappelle qu'on a des webinaires qui sont assez réguliers de façon à vous aider, à vous accompagner dans cette période. Il y en a un demain qui est tout à fait formidable, qui est réalisé avec une de nos formatrices qui s'appelle Claire Jounot et qui est formatrice coach certifiée, qui est experte en management à distance sur manager efficacement à distance, avec animé par Damien Michel, le directeur du développement. Donc, ne ratez pas cette étape. Ça va être un très, très bon webinaire. Et puis, on a un programme chargé et intéressant pour la semaine prochaine, mais qu'on ne manquera pas de vous adresser très rapidement avec notamment des webinaires sur comment maîtriser les outils Teams. On avait Google Suite ce matin
et on a beaucoup de demandes sur la maîtrise de ces outils, notamment du fait du télétravail, et on va continuer de vous accompagner et de vous aider. Merci de votre participation et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.